Salam alaikum, marhaba bikum. نتلاقاو encore une fois dans le club littéraire Le Sous-Sol. Nous avons l'honneur de recevoir avec nous M. Mohamed Kati pour nous présenter son livre Nouvelles de l'inframonde. Donc on aura l'occasion de parler du livre et aussi parler du parcours artistique et intellectuel de M. Kati qui est très très riche. Donc qui est M. Mohamed Kati. Mohamed Kati a enseigné l'anglais de 1979 à 1989, féru de littérature, de bande dessinée, de cinéma. Il préside une association culturelle à Mascara où elle anime le plus ancien ciné-club actif jusqu'à nos jours depuis 1987. Donc il a déjà été invité au sous-sol il y a 2 ans de cela, jour pour jour, après à deux jours près, pour une autre thématique qui est la relation entre la littérature et le cinéma. Donc l'objet de notre rencontre aujourd'hui, le livre Nouvelles de l'inframonde, c'est un recueil de nouvelles. Il regroupe 10 nouvelles d'un genre très particulier, un genre pratiquement absent dans la littérature algérienne, mais aujourd'hui on aura l'occasion de bien en parler. Donc Nouvelles de l'inframonde est paru en 2023, cette année, chez les éditions Casbah Éditions. C'est un recueil qui regroupe 10 nouvelles. On va citer quelques titres. On a Covidium, Cycle, Décalage, Horreur, Mais alors qui, La Zawiya, Le costume et j'en passe. Après, on va parler de l'œuvre avec plus de détails. Marhaba bik, monsieur El-Kati. Barakallahu fik, salam alaikum, marhaba bikoum. C'est un honneur d'être là. Ça fait l'idée, j'ai un honneur d'être là avec vous, parmi vous. Alors, c'est pas la première fois. Il y a des têtes que je connais déjà. C'est Mustafa Tenik, qu'on avait invité dans le cadre du Ciné Club à présenter un documentaire sur les enfumades. Je connais M. Tenik Henaya, qu'on a j'ai déjà eu l'occasion, le plaisir de le rencontrer. On assistait à une communication, je crois, voilà, sur notre petit café avec le sous-sol. Oui, bien sûr. Le sous-sol. Le 15e, oui. Oui, ça fait. Voilà. Pratiquement, il a tout dit concernant le parcours. J'ai fait de l'enseignement pendant une dizaine d'années au lycée Djemal El Nafrani à Mascara, de 79 à 89. J'ai démissionné carrément, c'est pas une retraite, donc une démission, c'était un peu fatigant pour plusieurs raisons. Enfin, je me suis reconverti dans le commerce d'emballage. L'enseignement et le tijara, le commerce d'emballage. Et pratiquement j'y suis avec mon frangin jusqu'à présent. Mais pratiquement fin 87, on a entamé, juste par hasard, la création d'une association culturelle qu'on a appelée Amir Abdelkader pour plusieurs raisons. Je revenais d'un voyage en 87 des États-Unis dans le cadre des jumelages avec la ville d'El-Kader. C'est presque un clin d'œil, l'Amir Abdelkader, c'est un clin d'œil à ce privilège d'avoir eu le plaisir, l'honneur de représenter Mascara et en même temps l'Algérie, un petit peu modestement, à la tête d'une délégation d'élèves, puis la ville d'El-Kader, qui a été jumelée avec Mascara en 83. À l'époque, j'étais je passais mon service national. Mais j'ai une petite anecdote, elle concernant toujours l'appellation El-Kader aux États-Unis, elle a eu lieu en 1845. Alors que tout le monde croit que El-Kader a été appelé ainsi parce que l'émir a sauvé des chrétiens à Damas. Ce n'est pas le cas. Elle a été appelée bien avant. C'est-à-dire pendant la lutte à l'émir Abdelkader en Algérie en 1845. Où elle a déposé les armes en 47, 2 années après. Alors je me suis toujours posé la question, est-ce que l'émir Abdelkader savait, dans son exil à Damas, ou la Mikhail Djazer Kabla, est-ce qu'il savait qu'il y avait une ville qui s'appelait, une petite ville, bon, c'est une petite bourgade de 1700-1800 habitants, est-ce que l'émir savait qu'il y avait une ville aux États-Unis, dans un pays occidental, qui s'appelait El-Kader, en hommage à sa lutte. Je me suis toujours bien posé, je n'ai pas encore de réponse, mais est-ce qu'il savait cela? Et c'est la seule ville dans le monde arabe qui porte un nom d'un personnage
personnage arabe, musulman de surcroît. Alors j'imagine. Il y a eu une anecdote, le 9 septembre, le fameux 9 septembre aux États-Unis, quand les tours ont été détruites. Avec une polémique, il y avait beaucoup de gens qui étaient de l'extrême droite, des anti-musulmans là, peut-être des gens normaux, ça a tellement avec l'effet, les tours a été imputé aux musulmans, l'administration de El-Kader de débaptiser le nom, de débaptiser El-Kader, de lui changer de nom, de ne pas laisser le nom d'El-Kader, parce que c'est un musulman. Donc automatiquement, il est affilié ou il a apparenté les gens qui ont fait l'attentat ou l'attentat en septembre. Il faut débaptiser la ville, ne pas l'appeler par un nom d'un musulman. Il y a des gens qui sont élevés contre ça, dont un ancien maire qui a admiré Bzef, qui était venu en Mascara, en Algérie, c'est un là, qui a admiré beaucoup les Abdelkader le Kouch, Bzef qui sont élevés contre ça. Ils ont maintenu, il n'est pas question de le débaptiser. Il va être El-Kader. Et c'est un bon, c'est une digression. Je suis en train de. Mais c'est très intéressant. C'est une digression. Personne ne savait qu'il y avait une ville qui s'appelait El-Kader, en fait. Pas qu'elle se disait qu'il y en a ni le gouvernement, ni. Il a suffi qu'un jeune mascarien, c'est un ami, Zergawi ibn Omar, qui avait en charge le volet culturel, la partie culturelle de l'ambassade des États-Unis à Alger, reçu en formation les États-Unis à l'époque, c'était en 83, 83 exactement, reçu. Et là, quelqu'un lui a mis la puce à l'oreille, une américaine, qui avait écrit un article justement sur ça, qui a fait une revue américaine sur la ville d'El-Kader. On a trouvé une ville qui s'appelle El-Kader, je pense c'est en hommage à l'Amir Abdelkader. Il a été étonné, il a demandé le numéro de téléphone de la ville, de la mairie, du maire ou là. On lui a communiqué le numéro, il a téléphoné, c'est lui qui m'a raconté ça. Donc comment on a découvert la ville d'El-Kader. Il m'a raconté ça. Il a été, on a invité, on n'a jamais vu, on n'a jamais été visité, on n'a jamais reçu de visiteurs venant d'Algérie et de surcroît de Mascara. Parce que donc la ville, le berceau des Études Amir Abdelkader, dont vous avez appelé la ville Takoum. Il a été reçu, donc on a invité à El-Kader, il a été reçu comme une personnalité, vraiment, je me rappelle. Et moi j'ai découvert ça quand je suis à l'armée, j'ai découvert ça, j'ai reçu le journal d'Algérie Actualité, il y a une double page à l'époque, l'Algérie Actualité. On parlait de cette ville d'El-Kader, donc j'ai su, avec les autres Algériens, qu'il y avait une ville qui s'appelle El-Kader, Al-Amir Abdelkader, voilà, et en 87, on m'a désigné à la tête d'une délégation pour accompagner des étudiants. Il y a eu un jumelage, il y avait des jeunes Américains qui sont venus ici. Les familles, on a été dispatchés à des familles, les membres de les États-Unis. Donc, un échange chez les mêmes familles. Voilà. Ça, c'est une digression parce que c'est l'appellation de l'association Tana, Semminaha Amir Abdelkader. Juste après ce voyage-là, j'étais à l'enseignement. Quelques mois plus tard, où j'ai quitté l'enseignement. C'était en 87, non, 89. Donc, c'était fin 87, ça. 2 années, très bien après. Et au sein de l'association, l'association c'est une association culturelle, mais elle a été créée autour du ciné-club. C'est le ciné-club qui a été l'activité principale. Et il est resté l'activité principale. Mais à l'époque, en 87, 88, il n'y avait pas pratiquement d'association culturelle. Il y avait une association musicale, un groupe musical. Il y avait une association qui faisait du théâtre.
mais une association purement, ce qu'on appelle purement culturelle, qui organise des conférences, qui projette des films. Là, donc on a été assez pionniers à l'époque pour créer autour du ciné-club des activités culturelles, des rencontres, des lectures poétiques, donc c'était... On a fait un sous-sol, un jardin. Fait un sous-sol, mais c'était très très actif. C'était avant la fondation, avant la création de la maison de la culture à Mascara, qui est venue dans les années 90, où on nous a réservé carrément une salle ciné-club. On a une salle ciné-club, donc on a évolué. Il y avait une salle ciné-club, Membad, il y a eu ce qu'on appelle... parce qu'on travaillait pour 16 mm. Donc les appareils 16 mm, les films sont limités. Il n'y avait que l'Institut français d'Aouhram, qui s'appelait à l'époque le Centre culturel français, qui nous fournissait en film. Et puis, les 16 mm, les appareils, il n'y avait plus personne qui les arrangeait, qui les réparait. Donc, on s'est tourné vers la projection avec la mairie. Naskar nous a appelé la Naskar. On a un grand appareil de télévision, mais c'est toujours un appareil de télévision. Vous imaginez, quand on faisait des projections sur le théâtre, un appareil de projection, il faut que table, on a cette phrase directement, un téléviseur quand même. Et puis, il y a eu l'avènement du vidéoprojecteur. Comment on appelle ça, le vidéoprojecteur. Alors le vidéoprojecteur, c'était quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très pratique. Et ça permet à beaucoup de gens de créer, ce qui a été le cas techniquement, de créer un ciné-club. C'est plus facile qu'autrefois, parce qu'un vidéoprojecteur, on projette des films, on peut des cassettes ou des CD. On branche le truc, le vidéoprojecteur. L'avènement du XMO, il a amélioré le confort ceux qui venaient, les spectateurs qui venaient pour des projections. Les projections se faisaient toujours avec, on présente le film, puis il y a le débat. Si on a la chance d'avoir le film algérien, ou le réalisateur est algérien, là, on l'invite. Et généralement, il est bout d'awa. Généralement, toujours, on les sollicite et ils viennent. On a eu l'occasion de recevoir pas mal de réalisateurs algériens, de films, de documentaires qui m'a Tassim Mustafa, ou des séances. Je pense que le ciné-club, il était à l'époque, c'est-à-dire fin 87-88, c'était le seul ciné-club qui est activé en Algérie. Bon, il ne faut pas oublier que la fin des années 60, les années 70, l'Algérie, pratiquement toutes les villes d'Algérie étaient dotées de ciné-club. Et ça fonctionnait merveilleusement bien. Travailler avec la cinémathèque, elle fournissait des films. Les ciné-clubs, c'est un creuset. Le ciné-club, c'est un creuset pour une prise de conscience culturelle, t'as le monde, culturel, t'as le monde. Il n'y a pas mieux que le ciné-club. Hein. En plus des rencontres littéraires, bien sûr. Mais le ciné-club, avec le côté ludique, t'as le film, le côté pédagogique et ludique du film, le côté plaisant, le côté permet une perméabilité de la culture. Perméabilité de la culture facile et le débat éclaire tout. Et je pense que l'une de mes satisfactions, une grande satisfaction, c'est le témoignage d'Abdelatif, d'Abdallah, qui était là-bas, qui était architecte, qui était d'ici de Mostaganem. Ouais, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'a pas répondu. Alors, l'une de mes satisfactions personnelles, le témoignage qu'il a écrit dans une page Facebook, où il a dit j'ai découvert le cinéma, parce que c'était un féru de cinéma, mais je redécouvert le cinéma à travers le ciné-club de Mascara. C'est le ciné-club de Mascara qui m'a permis, et il a créé un ciné-club à Mostaganem. Il a créé un ciné-club qui a fonctionné quoi, je me demande pourquoi il a. On va dire on pause. C'est la même chose pour nous. Maintenant qu'on est en pause depuis un certain nombre d'années. Donc, et puis, après 87, je crois, 2, 3, 89, 90, 91, il y a eu le deuxième ciné-club en Algérie. C'était une association culturelle qui faisait c'est moi qui les ai dit, c'est Alger.
Et puis il y a les Bdabdjaya, Project Earth. Et puis il y a un certain nombre de ciné-clubs. Donc actuellement en Algérie, il y a في أدرار je crois, il y a في بشار, il y a في برج بوعريريت, je connais برج بوعريريت c'est Bouchibi Mohamed. وجماعة كارش. لا مش مع كارش تاع الجي. ابو راه في اكتوالمون وجماعة ياك نهار الرابير تاع لوبيسو منا حبوا يخلقوا وي وي وطلع بوجماعة كارش وبدا مع نظام. وي بصح ما راهش يشوف دروك اكتوالمون كاع مع كارش. نعم. il est devenu presque aveugle مع كارش. Qu'est-ce qu'il est devenu? presque aveugle. Ah. وي كاين برج بوعريريت شكون كاين ان سيرتان Bouchibi Mohamed qui tient le ciné club là-bas. كاين في ستافيا deux ciné clubs. Qsentina il y a un ciné club. Donc automatiquement, et ce ciné-club, c'est quelque chose de formidable pour les jeunes, pour avoir une vision de ce qui se passe dans le monde à travers le cinéma mondial, à travers le cinéma. Tu vois un film afghan, tu vois un film japonais, tu vois un film... Les réalisateurs et des acteurs qui venaient. Oui. Par exemple, on a le cinémathèque, le film de Lucide. Et bien déjà l'américain Anthony Mann parle maintenant. avoir Anthony Mann في الجزائر هنا c'est une حاجة extraordinaire. Anthony Mann تاع وشان 113 le site. Marcelo Mastroianni. Voilà. D'avoir ces personnes-là. Donc on a eu la chance d'avoir quelques réalisateurs même qui passent à l'Institut français, invités par l'Institut français, nous les entre guillemets, nous les passés. Les réalisateurs français qui venaient chez nous, Xavier Delozin qui a fait un excellent documentaire. On a eu Bdjaoui Tanik, le doyen du cinéma, qui est venu en même temps présenter un livre qu'il avait écrit sur le cinéma algérien au Kouch. Et il est venu avec un réalisateur. Oui, il s'appelle déjà. On a reçu beaucoup de réalisateurs algériens en particulier, réalisateurs français, Mouzahim Yahya. Ça, c'est concernant ce monde. Mais là, l'autre volet, on va passer probablement au volet littéraire. Bien sûr. Donc le cinéma a été une grande porte pour que beaucoup, notamment les jeunes, découvrent la littérature. Parmi les personnes qui ont découvert la littérature avec plus d'intérêt, je suis une personne qui a découvert la littérature avec plus d'intérêt grâce au cinéma et grâce au ciné-club, grâce aux échanges et aux débats qu'on effectuait au sein du ciné-club. Donc maintenant on arrive au point de la littérature pour parler de votre recueil de nouvelles de l'inframonde. Donc on va regarder l'underground, مع le sous-sol, les terres souterraines. Donc ce livre il est très particulier par rapport à la littérature algérienne parce qu'il traite, il est d'un genre pratiquement nouveau, le genre fantastique dans la littérature algérienne. Donc dans ce livre, Monsieur El-Karté mène ses personnages dans les bas-fonds on va dire, de la psyché, ou peut-être de la psychose ou du fantastique ou du surnaturel à travers différentes histoires qu'on découvre sur les nouvelles. Donc parmi les nouvelles que j'ai beaucoup aimées, il y a Cycle, d'un genre, j'ai beaucoup aimé la manière d'écrire et le thème. On va dire pas vraiment le thème, mais plutôt le style. Mais il y a aussi avant ça Covidium. Covidium qui traite d'une histoire qui se passe pendant la période de la pandémie. Donc même si cette période était difficile pour certains, c'était une source d'inspiration pour vous pour écrire une histoire autour de cette thématique. Vous pouvez nous en parler? La période nouvelle. Oui, bon, bien sûr, il y a 10 nouvelles, tous. Bon, en majorité, ça parle au genre fantastique, la littérature fantastique, qui est, c'est vrai, qui est un courant littéraire qui est assez rare au Djazaïr. Non seulement au Djazaïr, mais il faut dire que dans le monde arabe, il n'y a pas une littérature fantastique. Il n'y a même pas un terme fixe, précis, il n'y a même pas un terme précis pour l'arabe, littérature fantastique. On ne sait pas, il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas ما كاينش إجماع على الكلمة ولا المرادفة la littérature fantastique. Alors on joue sur des mots comme الأدب الغرائبي, الأدب العجائبي. Donc il n'y a pas, c'est étonnant. Bon, il faut d'abord que cette littérature probablement existe avec des nouvelles, beaucoup de romans pour qu'on puisse nous définir probablement, je ne sais pas, est-ce que le concept, le nom
doit exister avant. Parce que Keynes, c'est sûr, Keynes des écrivains qui écrivent quelques nouvelles fantastiques, quelques romans fantastiques au monde arabe, c'est sûr, on va en trouver, même en Algérie. Déjà, il n'y a pas que le fantastique, il y a la science-fiction, il y a une écrivaine, Safia Kettou. Il y a un consensus pour dire que c'est le premier roman de science-fiction algérien. Safia Kettou, elle a écrit, elle a édité, je crois, au Canada, La planète mauve. أنا سمعت به غير نعم هضروا لي عليه هضر عليه ثاني أمزيان فرحاني le journaliste, l'écrivain journaliste. Il y a Safia Kettou qui a écrit le premier roman de science-fiction. C'est une femme qui a écrit le roman. Elle s'est suicidée, assez jeune. Safia Kettou qui a écrit La planète mauve, qui s'apparente à la science-fiction. Le fantastique, actuellement, il y a des tentatives de certains écrivains. Je pense qu'il y a un écrivain, ça m'a il n'y a pas de critique ou de revues spécialisées في الدومين. مجلات مختصة اللي تكلمنا بلي كاين كتاب باللغتين العربية والفرنسية يكتبوا في هذا الحقل. Alors que normalement le réel ولا la réalité تاعنا الواقع تاعنا مشبع بهذا الانواع من parce que le patrimoine culturel d'une nation n'est pas dépourvu de toutes les nations, n'est pas dépourvu de fantastique. Le rouel ou le genou ou le shayatin ou je ne sais pas, même les trucs, les sorciers, les voyantes, c'est des trucs qui s'apparentent le fantastique. Des trucs qui s'apparentent le fantastique. Bon, il y a pour revenir sur l'islam, parler de la première nouvelle. Toutes les nouvelles ne sont pas fantastiques. Bon, j'ai réuni ça sous le titre Nouvelle de l'inframonde. Inframonde, dessous, mystérieux, mystère, obscur, mort et tout ça. Donc automatiquement infra. Même la littérature, la culture plutôt d'Amérique latine, en particulier je crois le Pérou, on parle beaucoup d'inframonde. On parle de lien, de ligne. La civilisation maya. La civilisation maya et tout ça. Oui, le rapport, c'est un rapport pas nécessairement sombre ou obscur ou fatal. Un rapport bien le monde, les morts, qui est l'inframonde, ou le monde vivant, qui est des rapports assez constants, assez je me suis inspiré de nouvelle de l'inframonde. J'ai eu en mémoire كتاب قريته راهي في une trentaine d'années ou peut-être يسموه Nouvelle de l'Antimonde. Il y a un écrivain belge يسموه Georges Langelaan. Un excellent Georges Langelaan, Langelaan avec deux A. Langelaan, c'est un excellent écrivain, fait des nouvelles qui ont été adaptées au cinéma comme La Mouche, معروف. La Mouche qui a une version le David Cronenberg, le réalisateur canadien, Jeff Goldblum. Où il y a eu une version dans les années 50, d'après la nouvelle de l'écrivain belge La Mouche, d'excellentes nouvelles, un excellent recueil de nouvelles. Nouvelles de l'antimonde, donc nouvelles d'inframonde, c'est facile, nouvelles d'inframonde. Bon, toutes les nouvelles ne s'apparentent pas au fantastique. Le Chiga. Il y a trois nouvelles qui s'apparentent carrément à la science-fiction. Covidium, par exemple, n'est pas une nouvelle fantastique. C'est une nouvelle qui s'apparente à la science-fiction. Il y a la science-fiction plusieurs genres. Actuellement, on parle de dystopie. Dystopie, c'est le contraire de l'utopie. L'utopie ou un futur, qu'on imagine un futur shbab, un futur zine, un futur où tout est bien, un futur paradisiaque. Le mot utopie, c'est un mot qui a été inventé par un écrivain anglais, Thomas More. Et il y a une île, c'est Utopia. Utopia hors du temps. Utopia. Hors du temps, Utopia. Non, hors de l'espace, Utopia. C'est Uchronia, c'est hors du temps. Uchronie. Utopie, c'est un mot donc, qui a été inventé après qui a inventé le lieu, ce mot Utopia, où des gens vivent comme dans un paradis. Le mot Gad, c'était le XVIIe siècle. Le mot il est devenu, même qualifiant utopique, tellement que c'est impossible à réaliser. C'est utopique. C'est impossible à réaliser. Donc, utopique. Quelle est la dystopie? La dystopie, c'est tout à fait le contraire.
Si vous connaissez le roman à George Orwell, 1984, c'est une dystopie. C'est un futur noir. Un futur mustaqbal vraiment calme. Un futur où pessimisme absolu et tout ça, c'est une dystopie. Et ça, c'est une covidium s'apparente à ce genre, ce qu'on appelle la dystopie, qui est devenu pratiquement un genre. Où le roman post-apocalyptique, ou là, après une apocalypse, après une catastrophe nucléaire, ou là, une épidémie absolue, une pandémie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai fait qu'extrapoler sur la période de l'humanité pratiquement en même temps. La période de Covid, ou la Covid, comme on dit la Covid, le Covid. La période de la Covid, de l'épidémie de la Covid, oui, il y a eu une restriction absolue, n'est-ce pas, à un certain moment, interdit de sortir là-dessus. Moi, j'ai un peu, ce que j'ai fait, je n'ai fait qu'extrapoler. J'ai essayé d'imaginer de quelle année la pandémie, elle dure. Si elle devient plus dure encore, tous les saïbas de la pandémie, elle balaye ou elle emporte avec elle, non seulement des milliers, mais des millions de gens, où il y a une population vraiment réduite au minimum. J'ai essayé d'imaginer une ville, je n'ai pas donné de nom, une ville réduite à ça, où il y a des restrictions de sortie, parce que tellement nous réduite, mais même l'épidémie d'or, il y a des restrictions de sortie pour les gens. On les oblige à rester chez eux, sauf une journée par des cartes, on attend une journée, le marché de les patrouilles qui circulent. J'ai essayé d'imaginer le narrateur ou la narratrice, la nouvelle. Je voulais l'écrire en roman. Il y avait un concours qui était organisé par un institut Hinaya. Tiens, l'échéance était proche, elle dit une nouvelle. J'étais obligé de raccourcir. J'avais beaucoup d'idées à bon, même puisque l'échéance a été le concours, je vais une nouvelle, je vais essayer de l'allonger comme roman. Donc j'ai essayé d'extrapoler sur la possibilité. Et si il y a une épidémie, الدوم والطول وتقتل بزاف, elle devient plus virulente, le virus devient plus virulent. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Quelle histoire pourrait imaginer? J'ai imaginé un personnage, une vieille fille, tout le monde meurt, et puis le bâtiment il n'y a plus personne, sauf un voisin, un ébéniste, un menuisier. Mais elle connaît un voisin, un jeune voisin, qui est de l'autre côté, mais grabataire. Il est malade, mais je me le dis, de l'autre côté de la rue. Et puis, il y a des trucs, il y a un personnage sur le mec, il y a un autre personnage qui a survécu, deux personnages sur le même immeuble, une coiffeuse, etc. J'ai essayé, autour de ces personnages-là, j'ai essayé d'imaginer une histoire. La dame a dit qu'elle la restriction. Il y a un truc, donc j'ai essayé d'imaginer une histoire de ces personnages. Et je crois qu'elle est assez prenante, je ne sais pas, je crois qu'elle est assez prenante. Donc pour ainsi dire que vous avez été inspiré par les faits qu'on a vécu, on va dire récemment, pas très lointain. Donc même la réalité peut être une référence ou une inspiration pour le surnaturel, pour la science-fiction, pour la littérature à genre fantastique. Donc parmi vos références ou parmi vos inspirations, est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui ont enrichi votre plume? Oui, bien sûr. On ne peut pas ne pas se référer à non seulement la réalité, mais des écrits, des films, des trucs. Impossible. Mais il va sentir l'influence du cinéma. Bien sûr, je l'ai bien senti, surtout les titres. Les titres, on m'a évoqué certains films. Après, par la suite, les scènes, les dialogues, c'est très maîtrisé d'un point de vue, on va dire, l'image. Oui. L'image est très parlante dans le récit. Beaucoup, j'ai eu l'occasion de rencontrer un Saïd Mahdawi, un réalisateur de documentaire. Il est à Alger, il avait lu le livre. Il dit c'est du cinéma. Toutes les nouvelles, c'est du cinéma. C'est un réalisateur qui dit c'est du cinéma. J'ai eu la même réflexion de lecteur qui est c'est très imagé. Il y a un écrivain, Moaz, le genre qui a écrit 2 livres. Il a dit que j'ai vu ça au cinéma. Il dit c'est du cinéma, carrément c'est du cinéma.
Je ne peux pas me penser un animateur de ciné-club depuis que j'avais 40 ans, 30 ans et quelques. C'est très influencé par le cinéma, donc je pense en image. Je pense en image donc ça se sent, l'écriture, ça se sent en image. Bon, est-ce que l'influence est une influence seulement oui, c'est sûr. L'influence à des auteurs, l'influence à des écrits. Je suis très tannique. Bon, en dehors de la littérature mainstream, ce qu'on appelle mainstream, la littérature normale, classique. Classique, c'est-à-dire mais qui ne s'apparente pas nécessairement, s'apparente pas à des genres définis, comme le policier ou la science-fiction. Là, j'aime beaucoup les écrivains. C'est déjà mes deux écrivains favoris, ces écrivains qui se recrutent la littérature mainstream. Steinbeck, Philippe Roth, américain, qui n'écrit pas de la science-fiction, Philippe Roth, ou là, Romain Gary. Romain Gary, c'est des écrivains mainstream qui n'écrivent pas. Mais, j'ai des auteurs favoris de la science-fiction ou le fantastique qui ne sont pas moins immenses que Hedon. Par exemple, Lovecraft, qui est un disciple d'Edgar Poe. Bien sûr. Lovecraft, c'est un écrivain fantastique, carrément du fantastique. C'est du fantastique. Howard Phillips Lovecraft, qui est un grand. Il a vécu fin 19e, début 20e. Fin 19e, début 20e, il était de santé assez fragile. Il est mort avant 30 et quelques années. Il a écrit des chefs-d'œuvre dans la littérature fantastique, surtout des nouvelles. Mais il a des romans ténébreux, La couleur tombée du ciel, l'affaire Charles Dexter Ward. Il a créé des univers fantastiques, des mondes qu'il a imaginés, qui m'a Cthulhu, qui m'a Arkham, il a créé des mythes carrément. Donc tous les adeptes à le fantastique, ils ne peuvent pas ne pas se référer à Lovecraft. Et puis il y a des auteurs plus contemporains, les années 50, 60, plus ou moins 70, qui se recrutent autant en science-fiction que le fantastique. Je dois beaucoup à un écrivain qui s'appelle Richard Matheson. Richard Matheson, c'est un écrivain qui est mort ça fait quelques années seulement. Je pense que tu as un livre, je pense qu'il a été adapté au cinéma à 3 reprises. La dernière, c'était avec Will Smith. C'est moi, je suis une légende. I'm a legend. Mais le livre n'a rien à voir avec le film. Le livre, c'est une... Alors là, par exemple, c'est de la science-fiction. Ça, en même temps, elle est mixée au fantastique. Parce que là, d'abord, il imagine un monde qui m'a haka, où il y a une épidémie, donc là, vous donnez les références, voilà. Un monde où une épidémie a touché tous les gens, tout le monde, tout justement. Et c'est un virus. Donc on est dans un truc, il a extrapolé, il y a un virus, donc on est dans la science. La science-fiction, parce que ça se passe dans un futur où tout le monde a été touché par un virus. Shahwa, elle a le virus. Ce n'est pas un virus qui met le Covidion, mais c'est un virus qui rend les gens, il devient carrément vampire. Ils deviennent des vampires. Où le personnage principal, c'est le seul, l'Islik. C'est le seul qui a été épargné par le virus pour une raison, parce qu'il était en Amazonie, il a été piqué par un insecte un peu spécial, où la piqûre, justement, comme par hasard, l'a immunisé contre le vampirisme. Donc tout le monde est devenu vampire. Huawei, il vit tout seul, donc automatiquement, on imagine, c'est un des livres qui m'a marqué, parce que la description d'un monde vide, désert, sur le personnage, il dort, il essaie de s'alimenter, d'acheter, de ramener des trucs, liberté infinie, supermarché. On demande un monde vide, une ville abandonnée carrément, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver le vampire, comme le mythe du vampire, c'est un mythe qui appartient à la littérature fantastique. Donc automatiquement, c'est un mélange absolument merveilleux de la science-fiction fantastique, une réussite absolue. Les vampires, il essaie toujours d'après la mythologie ou le fantastique, le vampire, pour le tuer définitivement, il faut placer un pieuvre sur terre. Ça, c'est Dracula, c'est le personnage de Dracula et tout ça. Depuis Dracula.
depuis la création du mythe par Bram Stoker, c'est un auteur irlandais qui a créé le personnage de Dracula. Donc, mais le personnage, il essaie de trouver un remède, parce que il essaie de trouver les bibliothèques tous les jours, des trucs. Au fil il خرج donc les vampires pour essayer de le ramener avec eux, de le vampiriser باش يولي معاهم نورمال. علاش تقعد انت الروح غير انت الروح نورمال humain normal. Il a toute la finesse à le titre. Je suis une légende. J'adore parce que là, je vous raconte la fin même, vous allez apprécier parce que finalement il y a une nouvelle variante de mutant qui peut sortir le soleil. Donc il n'a pas peur des rayons de soleil. C'est le vampire. L'ennemi, c'est la lueur du jour. Donc la lueur du jour, la lueur du soleil, mais il y a une espèce mutante qui a muté, qui peut, une espèce mutante de vampire, au même dit qui ont raison du lieu. Donc automatiquement, on met là parce qu'ils peuvent supporter. Mais c'est des vampires. Donc ils doivent, à un certain moment, vous êtes des monstres. Là, à un moment formidable à la fin, vous dites non, c'est pas nous les monstres, c'est toi le monstre. Parce que la normalité, c'est quoi? C'est quand la majorité de gens se ressemblent. C'est la norme. La norme, c'est ça. Mais toi, tu ne fais pas partie de la norme. C'est toi le monstre. Tu es tout seul, tu es avec tes trucs. C'est toi le monstre. Le livre, c'est une merveille. Il a été adapté à plusieurs reprises, 4 fois au cinéma. Les adaptations n'ont pas été réussies par rapport au roman. C'est loin. Ça, c'est... Donc, la première nouvelle Covid appartient à ce genre On trouve d'autres nouvelles qui s'apparentent un peu dans ce genre-là. Il y a aussi Papaveroyas. On va dire l'humanité vit, enfin les survivants vivaient dans l'espace et faisaient des missions sur Terre pour voir si la radioactivité a baissé, s'il y a possibilité de vie. Il y a aussi une autre nouvelle, il y a le costume. La 6e nouvelle. Le costume est une nouvelle que vous avez écrite il y a une dizaine d'années, que vous avez participé à un concours à travers cette nouvelle. Vous avez eu le 3e prix. C'est bien ça. C'est bien ça. Donc c'était dans le cadre de la nouvelle fantastique organisée par l'Institut français. C'était en 2013. Par la suite a été publié avec d'autres participants, les 10 gagnants du concours, dans un livre collectif édité chez les éditions Média Plus à Constantine. Oui. Voilà. Donc le costume, c'est une nouvelle qui s'apparente. Il y a de l'infra dans le costume. On arrive jusqu'à la fin pour comprendre cette idée-là. Donc, comment est venue cette idée pour vous et comment vous avez travaillé cette histoire-là? Le costume qui m'appelle Islam, le costume est venu suite à un concours qui a été lancé par l'Institut français. C'était la première fois que l'Institut français, c'est un truc très, très intéressant, qui a été fait par l'Institut français, n'a pas été fait par des Algériens. Je me rappelle, Horizon Desmen voulait lancer ça, le journal Horizon, voulait lancer un concours à une nouvelle fantastique. On a participé, il n'y a pas eu de réponse, aucune réponse, ni pour dire que l'histoire refus, ni pour dire qu'on a abandonné, on a aucune espèce. On a envoyé une nouvelle, plus de suite, pas de suite, même pas par politesse, qu'ils m'ont fait le journal ou la Horizon. Donc, le Mobadara, l'initiative aurait pu, si elle était bien, elle n'a pas été bien encadrée, l'initiative, par la presse, par les gens du métier, pour justement lancer ce genre littéraire en Algérie. Parce que c'était l'idée, je pense, qui a été poursuivie par l'Institut français, c'est lancer un courant littéraire qui est inexistant pratiquement, ou est existant d'une manière un peu chaotique, lancer la littérature fantastique en Algérie. Donc, ils voulaient chaque année lancer un concours de nouvelles fantastiques, mais chaque fois avec un thème. La première fois, c'était en 2013, c'était la première fois où ils déroulent le thème, nouvelle fantastique, les noces. Donc, ça a qui a rapport avec un mariage, avec fiançailles, des noces. Les noces.
L'année d'après, déroule les climats. Une année après, on déroule le climat. Donc chaque fois, il y a un thème. Dans le cadre, c'était l'épidémie. Parce que Covid, je l'ai écrit je l'ai raccourci. Je l'ai présenté dans le cadre de l'épidémie. Il a fait abandonner le concours. Il a fait abandonner, il n'y a pas eu de suite. Fita les noces, j'avais rien. Donc c'est l'idée de dire une nouvelle fantastique. Elle a les noces. Ben l'idée, comme ça. Je ne sais pas qui il y a le noce, un rapport. J'ai eu cette idée suite à la. C'était pas préécrit auparavant. Là, voilà. Donc c'est dans ces trucs-là où l'inspiration suite à ça. Papa Vero Roya, c'est une nouvelle de science-fiction, carrément. Oui. Parce qu'on imagine qu'un monde abandonné suite à une déflagration nucléaire, une guerre atomique totale, pratiquement sur le monde, et puis les survivants, ils ont avec des stations spatiales. Mais de temps à autre, au bout de quelques années, on met tellement de la promiscuité, les stations spatiales, un certain nombre de stations spatiales, les survivants. Mais pas je les stations spatiales. Donc les survivants, ils ont donc ils avaient besoin de retourner sur Terre. Ils avaient un besoin absolu. Les survivants, sur Terre. De temps à autre, je suis un missionnaire pour voir où la radioactivité. Parce qu'on a cette donc l'histoire se passe à un moment où il y a une missionnaire au sol. Oui, c'est Papa Ver Roya, c'est le nom scientifique du coquelicot. Et c'est bien coquelicot. Et c'est même un peu d'herbe. C'est bien coquelicot. Et la vie, elle commence à reprendre. Elle commence à reprendre, il dit, je vais faire un rapport. Et puis, il fait une grotte. Et fait la grotte, il y a un truc. Des hominidés, quelques survivants, c'est totalement mutant. Et là, c'est une nouvelle de science-fiction pure. Qui fait qu'une autre. Il y a deux autres science-fiction. Il y a aussi une femme pour mon fils, qui s'apparente un peu à la science-fiction. Oui, donc on ne va pas parler de toutes les nouvelles pour laisser l'occasion au lecteur de découvrir les histoires écrites dans ce livre, dans ce recueil. Concernant Hadi qui m'a le costume, en 2013 j'ai participé avec Fiantou. Mais ça qui m'a décalage horaire. Décalage horaire. J'ai participé à un concours de RFI, Radio France Internationale. Ça fait pratiquement plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Beaucoup plus. Presque une trentaine d'années. C'était un concours ouvert aux amateurs et aux professionnels où il y avait 1000. Parce que je donne les réponses. Un ami. On a participé, les deux nouvelles talents ont été classées pour les 50 premières sur 1700 participants, ouverts pour tous les pays francophones à travers le monde. Donc c'était assez décalage horaire. Sinon, officiellement, je n'ai pas de publication à part avec la nouvelle fille, un truc collectif, un recueil collectif. C'est le premier. C'est le premier, la première et pas la dernière. J'espère. Il y a d'autres nouvelles, il y a un roman qui en cours. Justement, s'il y a un roman par la suite, donc Monsieur Belkomi devait intervenir. Salam alaikum. Félicitations, auteur. Alors, vous parlez tout à l'heure du monde fantastique, surtout pendant la période du confinement. J'ai écrit un livre en 2021 que j'ai intitulé « Le coronavirus et le monde bleu ». Et le monde bleu. C'est-à-dire le monde bleu, on s'enferme, on est confiné, on ne sort pas. On n'a que la télévision, que les médias et l'Internet. Donc c'est l'histoire d'un auteur qui en a marre de tous les jours entendre des morts, tous les jours, par le coronavirus. Et donc un jour, il découvre son ombre à travers son écran. Et il commence à communiquer avec son ombre, c'est-à-dire son autre. Et donc là, elle prend possession de l'individu, de l'histoire. C'est-à-dire, il dit même à un moment donné, elle arrive à effacer mes histoires et les remplacer par d'autres. Même elle s'ingère dans ses personnages. Donc c'est une histoire aussi à peu près
la même chose, c'est du fantastique. Et voilà, d'abord c'est l'actualité qui a voulu que ce bonhomme voilà, invente un autre monde à lui. Et donc il communique à travers son autre. Et c'est son autre qui lui dicte comment se comporter, même dans ses écrits. Même les personnages, ils disparaissent, ils reviennent. Tu vois, c'est qui l'a inventé. Et donc, on vous écoutant parler tout à l'heure du monde, c'est un autre monde parallèle, je dirais. Hein, c'est un autre monde. Donc, le coronavirus était aussi une période un peu, je dirais, l'absurde parenthèse. C'est une parenthèse absurde, totalement absurde. Parce que le vivant, l'être humain, il est censé vivre à l'extérieur. Et donc, à ce moment-là, il est confiné et il doit trouver une occupation. Et cette occupation, c'est le monde qui lui impose, en quelque sorte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je voudrais savoir si est-ce qu'on peut le qualifier comme de la littérature de jeunesse. La littérature de jeunesse. De jeunesse. Oui. Je sens exactement, je sens qu'il y a, enfin, je sais pas, un but comment il s'appelle, enfin, de les présenter aux adolescents beaucoup plus, bien pour les adultes, par rapport aux thématiques, etc. La question est bonne dans le sens où c'est une littérature d'abord, la littérature fantastique et de science-fiction plaît beaucoup aux adolescents. La preuve, le succès d'Harry Potter, la série Harry Potter. Mais limiter le genre, le lectorat à la jeunesse, des jeunes de 70 ans, 75 ans, 80 ans peuvent lire ça. Parce qu'un Edgar Poe, qui est un auteur de fantastique, il est lu par toutes les générations. Lovecraft, la science-fiction, le fantastique. Bon, bien sûr qu'il y a des auteurs qui J.K. Rowling, Harry Potter, elle vise un lectorat précis. Parce que déjà, les personnages sont adolescents. Le héros, c'est un adolescent. Déjà, quand on a un héros adolescent, automatiquement, on vise bien un lectorat d'un certain âge. Oui, on prend plaisir. On regarde Harry Potter de façon avec plaisir, à mon âge. Mais qu'il y a une littérature de fantastique, le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux qui a été écrit par un vieux monsieur qui était spécialisé dans la linguistique médiévale en Irlande, J.R. Tolkien, qui a écrit la trilogie Le Seigneur des Anneaux, la Bible le Hobbit, qui est une littérature qui est au-delà des âges. C'est le Seigneur des Anneaux, Lord of the Rings. Lord of the Rings, le Seigneur des Anneaux, il est pour tout le monde. C'est une littérature du fantastique, du merveilleux, qui est une branche à le fantastique, le merveilleux. Parce que le fantastique, il y a un côté sombre, le fantastique pur, il y a un côté sombre, mais qu'est-ce que le merveilleux? Le fantastique, c'est quoi? C'est l'apparition du surnaturel sur une réalité normale. L'apparition de quelque chose d'étrange, on dit quelque chose de غريبة, qui est un normal, on dit quelque chose de غريبة. Généralement, c'est quelque chose d'inquiétant, tu te poses des questions, tu essaies de trouver une explication rationnelle, تفسير عقلاني ولكن ما تصيبش تقدر منطقي وعقلاني ما تصيبش parce que les questions de mort, les questions d'esprit, les questions de fantômes, ça dépend, les questions d'autre chose. Fantastique, c'est ça. Le merveilleux, non. Le merveilleux, c'est un monde où on accepte, où ce qu'on voit, il y a des fées, il y a des lutins, il y a non, il n'y a pas de rationalité, une rationalité qui appartient à ce monde. Il n'est pas rationnel par rapport à nous. Ça, on l'accepte par rapport au fantastique. En fantastique, on n'accepte pas. On est inquiet, on essaie de trouver une explication, on ne la trouve pas. Généralement, on ne la trouve pas. Ça se termine plus ou moins bien, mais souvent ça se termine mal. Le merveilleux, non, c'est bien. Si, Kalina Dumna, c'est l'exemple type. Mais Kalina Dumna, c'est un mélange de merveilleux et de fantastique pur. Oui, c'est sombre, c'est pour adulte. Non, Kalina Dumna,
pour tout le monde. Il y a des contes adultes, totalement adultes, moins de 18 ans. Là, là plutôt. C'est des fables, c'est autre chose. Qui m'a La Fontaine. Non, qui m'a Ésope, La Fontaine. C'est autre chose. C'est sur l'anthropoformisme. On fait parler des animaux, on fait appel à des animaux pour la morale. Donc, est-ce que c'est une littérature pour la jeunesse? Oui, les gens peuvent lire ça, bien sûr. Les gens peuvent lire ça. Mais il n'est pas spécialement écrit pour des jeunes. Il est écrit pour tout le monde. Il est écrit pour tout le monde. Oui. Vous suscitez chez moi plusieurs questions. D'abord, un écrivain, d'une manière générale, joue sur le fantastique. Je pense qu'il n'y a pas d'écrivain qui n'oscille pas entre le réel et l'irréel. D'accord? Et en plus, dans le fantastique, il y a l'imagination. On peut être un écrivain du réel et écrire sans imaginer, écrire le vécu. Par exemple, les émotions, les sentiments, etc., etc. Par contre, dans le fantastique, on est obligé de créer, d'imaginer une situation, d'imaginer un vécu, d'imaginer une émotion dans une situation imaginée. Vous vous rendez compte où on va? Et en Algérie, je reviens à la littérature maghrébine. On a chez nous ce qu'on appelle le conte. Et le conte est un vecteur de l'imagination incroyable chez l'enfant, d'abord. Et nous avons tous été bercés par les histoires de nos grands-mères, avec les histoires de djinns, de sorcières, d'ogres, etc., etc. Vous me faites rappeler quelqu'un qui avait fait un mémoire sur le conte en Algérie, un mémoire de fin de licence. Et cette personne avait travaillé sur les contes les plus connus et qui sont racontés à des enfants, mais ensuite elle a fait dessiner des enfants, elle les a fait dessiner après avoir entendu le conte. Ça a donné un mémoire fantastique. Un mémoire fantastique. Et je me rappellerai toujours, ça fait déjà 30 ans, là, plus que 30 ans, les années 76. J'avais dit, lire le mémoire sur le conte d'enfant est un conte lui-même. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc, vous aimez le cinéma. Alors, le cinéma, adna mengoulo fait, le cinéma. Mais je suis sûr et certain que vous êtes plus cinéma fantastique, science-fiction. Peut-être que c'est ça qui vous a poussé à sortir des nouvelles du fantastique. Carrément un cinéphile, même un adepte de littérature tout azimut, tous les genres, pratiquement sont bien faits. Chez Jib Steinbeck, chez Jib Edgar Poe, chez Jib Romain Gary, chez Jib Lovecraft. Donc tout ce qui est bien écrit, j'aime le polar, j'aime le cinéma, c'est la même chose. Pratiquement tous les genres me plaisent, pourvu que ce soit bien fait. J'aime autant Ingmar Bergman que Spielberg, qui sont aux antipodes, carrément. J'aime la science-fiction au cinéma quand c'est bien fait. J'aime des chefs-d'œuvre qui ont été donnés le genre Hada, qui m'a je sais pas, Blade Runner, Ridley Scott, Alien, Le Seigneur des Anneaux, la trilogie du Seigneur des Anneaux, La planète des singes. Ça a donné, la science-fiction, le cinéma ont donné des chefs-d'œuvre dans le genre, comme ils ont donné des chefs-d'œuvre dans d'autres genres. Donc je me nourris à tout ça. Donc là, je n'écris pas que du fantastique. Mais là, j'ai amassé, j'ai recueilli toutes mes nouvelles qui s'apparentent au genre. Science-fiction et fantastique. Il y a même des nouvelles qui, apparemment, même la maison d'édition, c'est un genre fantastique. J'aurais pas dû le dire. Des nouvelles, il y a deux nouvelles qui ne s'apparentent pas au fantastique. Le lecteur à la maison Casbah, vous dites que c'est du fantastique. La question, j'ai expliqué, vous avez raison, mais les univers mentaux, l'univers mental, dans lequel les deux personnages, c'est les deux nouvelles qui apparemment ne s'apparentent pas au fantastique, c'est des univers qui ne sont pas normaux. Donc automatiquement, on peut les inclure dans un univers
un univers mental, t'as un psychotique, t'as un schizophrène, c'est pas la norme, c'est pas la normalité. Il vit dans un autre monde. Il vit dans un monde un peu parallèle. Donc automatiquement, on peut inclure ça dans un univers, parce que j'ai pas dit fantastique, j'ai dit une nouvelle de l'inframonde. Donc نتايا ولا على حسب l'interprétation تاعك. C'est un peu élastique. Bon, قضية تقول باللي tous les écrivains écrivent du fantastique, c'est vrai. On ne peut pas imaginer des chefs-d'œuvre. Kafka, la métamorphose, pratiquement, c'est du fantastique. C'est une mutation d'un bonhomme qui se prend pour un cafard, qui devient un cafard. Se métamorphose. C'est du fantastique. Les chefs-d'œuvre de la littérature qui m'a Dante, la Divine Comédie, Comédie ilahiyya de Dante, c'est du fantastique pur. Je ne sais pas. On parle de réalisme magique, qui m'a Gabriel Garcia Marquez, qui sont en solitude. Mon réalisme magique, c'est l'introduction d'éléments qui ne sont pas nécessairement réalistes, si une histoire dans un cadre réaliste, c'est l'introduction d'éléments, des esprits, des fantômes, parce qu'ils font partie du quotidien de l'Amérique latine, les peuples d'Amérique latine, comme ils font partie des quotidiens. Les contes font partie des quotidiens. Mais si je reproche, je reproche c'est un peu fort, ce que je reproche, c'est que les contes existent. Les contes berbères, les contes amena, les contes gagoué. Et c'est le conte, c'est commun à toutes les sociétés. Toutes les sociétés ont leur mythe, toutes les sociétés ont leur conte. Et il y a beaucoup de contes qui se ressemblent. Des contes berbères, la Finlande, ou des personnages qui vivent, des trucs. Parce qu'il y a toujours des quêtes. Une quête pour guérir, ou une quête pour sauver quelque chose. Toujours, il y a des thèmes qui se ressemblent, des thèmes universels. Donc, ce que je pourrais reprocher, c'est qu'on est resté dans le conte. Je veux dire, ce que je trouve, peut-être est-ce la faute technique, il n'y a pas une critique littéraire, mais كاش مجلدات مختصة في الدومين وين قالوا دي كاين l'écrivain فلاني écrit dans le fantastique, celui-ci écrit dans le fantastique. Il y a sûrement, il doit y en avoir. Mais ça, il faut les rassembler, classifier et donner des noms. Ça n'existe pas chez nous. C'est pour faire avancer. Non. Ah non, parce que je vais écrire autre chose. Dans un autre genre, carrément. Mais vous n'aimez pas qu'on vous catalogue comme écrivain dans le fantastique? La question est très bonne. Dans le sens où, si on catalogue quelqu'un, moi ou une autre personne, il y a Brahim Ghesmia qui écrit de la science-fiction, Ahmed Ghesmia qui écrit de la bonne science-fiction. Il y a certains écrivains actuellement, des jeunes, Kain Wahtani qui a présenté son livre édité chez Kasbah, qui écrit un peu dans le fantastique, c'est un immigré, Sin, dans le fantastique. Donc il y a des écrivains, il faut les rassembler, c'est le travail des critiques de rassembler ça, de dire qu'il y a un genre. Mais si on catalogue, ou là on catalogue Flan, Hadak, ou là on catalogue Brahim Ghesmia, les associations, ça veut dire qu'on a un courant, même s'il ne représente pas une seule personne. C'est bien si on catalogue quelqu'un. Parce que là, qui catalogue Hadak, c'est notre science-fiction, c'est super. Donc on a un genre qui s'appelle la science-fiction en Algérie. Si on catalogue quelqu'un. Donc, et là, ça peut, peut-être, ça peut encourager des gens à écrire dans le domaine. Parce que qu'il y a un modèle, un référent culturel. Ça, c'est bien, oui. C'est bien. Pas forcément. Excusez-moi, notre dernier livre, Ammar et moi, le livre à 80, oui, je a été apparenté à un nouveau genre qui n'existe pas en Algérie. Et qui n'existe pas de par le monde, sauf que la préfacière nous a comparé à des auteurs américains. D'accord? Mais le nouveau genre, on ne lui a pas donné de nom, parce que c'est un dialogue à 80. Ce n'est pas l'écrivain qui va cataloguer son œuvre. Non, c'est le critique. C'est le critique qui va cataloguer. Je préfère qu'on dise un nouveau genre, une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle écriture, mais qu'on ne me catalogue pas comme étant l'écriture à 80. Non, peut-être non. Il est dans ce... On ne catalogue pas l'écrivain, peut-être on parle du livre ou de l'œuvre dans un courant donné. Mais pour parler de l'écrivain qu'il est
qui va purement science-fictionnel ou la purement réaliste, ça, on pourrait, il y a débat, il y a débat ça. Par contre, pour mettre dans un cadre les œuvres, justement pour donner des courants, pour donner des inspirations, pour donner envie à explorer d'autres voies qu'on n'a pas actuellement, par exemple, de romans fantastiques ou peut-être de science-fiction. Moi, je ne savais pas que j'avais écrit une nouvelle fantastique dans la clé, Enfant du monde de la clé. Je commence par la clé. Une clé qui se balade entre des mains, qui raconte une histoire, et entre dans toutes ces histoires de personnages que la clé touche la main de ce personnage, il y a une histoire de djinn. Et c'est une histoire vraie, parce qu'on me l'a raconté. On retrouve justement cette notion, ce point-là, on la retrouve dans la nouvelle La Zawiya. Donc là, La Zawiya, vous parlez... La Zawiya. Alors, la Zawiya s'est inspirée carrément d'une histoire, Salat Khabraha li un ami, Allah yarhamah toujours dahwa lak. C'est une histoire. Cette histoire m'a inspiré deux nouvelles qui sont là. Décalage horaire ou La Zawiya sont inspirées d'une histoire d'un certain personnage, يعرفوه معروف مع الصغار يعرفوه كبار عليه اسمه كان ولا سي محمد Kermoussa, qui revenait, qui faisait son service militaire français à l'époque de la France. Il revenait chez lui, كان مولي في الطريق وخرجوا له des êtres surnaturels. Donc à partir de là, je me suis inspiré, bon, هو حكى لي l'histoire, à partir de là, je me suis inspiré pour raconter un petit peu, raconter une histoire fantastique. Je suis allé au-delà de ce qu'il m'a raconté. J'ai créé pratiquement un petit univers où les questions un peu d'épouvante, d'horreur, un petit peu, où j'ai gardé l'idée du personnage revenant un jeune homme, revenant les Ardennes, là où les Algériens ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, des Algériens qui راحوا في الماك جاي pour revenir chez lui pour une permission ولا مانيش عارف انا pour خرج ولا مولي et puis il se perd en cours de route مش مولي الدوار تاعه il se perd en cours de route il se perd le seul endroit où تمشى ما يعرفش il se perd et c'est marabout والي c'est والي يوصل في الماك يقول je passe la nuit là-bas parce que nous il y a de la pluie forte et tout ça l'heure est un peu avancée, donc je fais une pause, et puis tout ça. Demain, je demanderai mon chemin. Il trouve le dakhel, et c'est ben mort. Et c'est l'histoire, elle est toujours vu l'histoire qui m'a été racontée. Hein. Et c'est ben mort le dakhel. Étendu, fait un seul. Bon, j'ai ajouté un abli, c'est donc automatiquement, il est affamé, c'est il n'y a personne. Ou je les radis avec ce ton qui m'a un ton de chien qui va venir, donc je vais manger. Il y a que le goutte. Il est réveillé par des bruits. Il est réveillé par des bruits. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Dans le noir. Ça dirait une veilleuse, une liseuse. Non mais, ça c'est une histoire qui... Oui. Hadi, ça c'est l'histoire de la Zawiya. L'histoire de la Zawiya. Je ne vous raconte pas les détails, oui, bien sûr. Et puis il y a une autre, décalage horaire. Oui. Décalage horaire, qui participe à le concours de RFI. Décalage horaire, elle parle d'un personnage, mais là j'ai totalement transformé le personnage. Il est guidé par quelque chose. C'est quoi quelque chose? Et il semble, il y a une lumière qui le poursuit. Il y a une lumière, c'est le soleil, c'est quoi? Mais je suis un peu le bonhomme, il y a une ville en ruine. Fait la ville en ruine. Il a l'impression que tout ce qu'il fait est dicté. Il a l'impression que tout ce qu'il fait est dicté. Mais c'est pas quoi. Il dicte حاجة يقول له دير ذي تمشي هنا تدخل لهنا. Il a cette impression-là. Mais on comprend même pas pourquoi. Sur la fin, la chute, on comprend pourquoi ils sont ça. Donc, me suis inspiré toujours de l'histoire de M. Mohamed Kermoussa Hadi, que j'ai exploité en deux nouvelles. Oui, ça technique un peu d'horreur, un peu de... Voilà, donc on vous laisse découvrir toutes ces histoires. Il y a aussi d'autres gens qui sont venus se greffer sur les premiers gens, c'est-à-dire Moulin.
c'est-à-dire comme par exemple le presque roman, le roman et le presque roman. Le roman peut-être. Le roman. Puis il y a aussi le presque fantastique, le presque autobiographique. Et donc on n'arrive pas à classer carrément dans le genre, c'est-à-dire. On crée de nouveaux genres. Hein. On a inventé ce parallèle, enfin, Ce jume-là, cette hybridité entre les genres, oui, bien sûr. Donc c'est pas permis. C'est le propre de la littérature, c'est qu'elle est libre. On peut exploiter tout ce qu'on veut, aller au-delà de ce qu'on a déjà exploité. Et c'est libre choix à l'auteur qui écrit. Il y a les gérants des bibliothèques qui trouvent des difficultés. Oui, ils font partie, on l'a dit en fiction, on l'a dit aussi ça. Où classer ce livre? Il faut bien le classer, il faut bien quand même. Il faut bien le classer. On laisse libre l'auteur d'écrire et donc de dire du fantastique et du réel en quelque sorte. C'est comme ça. C'est comme ça que la littérature s'enrichit encore plus et que les écrivains soient toujours créatifs pour nous donner des œuvres tout autant originales. Et la littérature. Oui. Et donc de laisser libre de décrire ce qu'il a, qu'il veut écrire. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Un petit mot concernant la couverture, elle est due. C'est une couverture qui est due à un peintre d'origine Maaskar Ghadrouha, qui fait Alger. Il donne des cours d'art plastique dans les Beaux-Arts, Shani Mohamed. Il m'a proposé une ébauche. Où, oui, voilà, j'ai pratiquement rien ajouté. Peut-être les tonalités, elle dirait un peu plus de gris par rapport à l'original. Mais elle colle bien, je crois, elle colle bien. Oui. On a l'impression qu'il y a les univers. Les univers, un peu le cri, la gueule ouverte. Donc, les couilles, bien sûr. Les couleurs, bien sûr. Donc, on arrive à la fin de cette rencontre. Je vous conseille de lire Nouvelles de l'inframonde, écrite par M. Karté, édité chez Casbah Édition. On passe à l'avant-dédicace pour les personnes qui sont intéressées par le livre. Le livre il coûte 700 dinars. Voilà, le livre coûte 700 dinars. Avant de conclure, on salue M. Mdamesh qui vient de nous rejoindre. Donc, voilà. Donc, merci pour votre attention, merci pour votre présence. Inch'Allah, d'autres rencontres. Et marhaba bikoum fi kul waqt. Merci, M. Karté. S'il y a un mot à ajouter, s'il y a un dernier mot avant de conclure. Je vous remercie d'abord, je remercie tous les présents. Je remercie tous les présents, je remercie M. Islam pour cette invitation. C'est la deuxième fois. J'ai même présenté un film dans le cadre du Ciné-Club. Donc, Captain Fantastique. Oui. Donc c'est la troisième fois que je viens ici. La troisième fois, oui. Inch'Allah, bon. Ce que j'espère que ce courant littéraire trouve sa voie au désert. Je sais qu'il y en a. Ram Ketbin déjà, il faut juste... voilà. Bien sûr. Donc, justement, il faut un travail de collection, peut-être... De personnes qui travaillent ou qui œuvrent pour collectionner ou pour rassembler tous ces écrivains. Avant de conclure, je pense que M. Robrini veut intervenir. Je remercie notre collègue, notre invité et ami. Donc on remercie notre invité ami Mohamed sur l'exposé qu'il a fait. C'est très très riche sur son parcours, son expression, comment qu'il a participé à créer, à faire émerger ce courant qu'on a appelé fantastique. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce débat, c'est l'apport du cinéma, franchement. On ne peut pas discuter de renouveau culturel, puisque ça, le sujet, je crois qu'en Algérie actuellement, le sujet le plus important, c'est ce renouveau culturel qu'on cherche. Et on ne peut pas le chercher, on ne peut pas l'amplifier et le relancer s'il n'y a pas précisément, et Moustapha Abdelrahman il est avec moi, donc s'il n'y a pas un renouveau dans le domaine du cinéma. On a tenté à plusieurs reprises de faire l'expérience du cinéma, du ciné-club. Je voudrais seulement vous informer qu'à l'époque de l'indépendance, en 1963, il y avait une petite équipe qui s'est proposée, je ne sais pas si Abdelrahman est au courant, Jamal Saber, Zarhouni,
Il y avait aussi un avocat que j'ai oublié, il vient de décéder. Touati, Allah yarhamah. Donc ils ont pris l'initiative, c'était des jeunes, hein, l'initiative, avec toutes les difficultés de la relance économique, culturelle, etc., de mettre en place un ciné-club. C'était dans le cinéma, l'ex-cinéma Vox, avec, et ils ont relancé, et c'est comme ça qu'ils ont repris le chemin du renouveau culturel après. Il y avait d'autres acteurs, des journalistes, des jeunes, la GFLN à l'époque, les scouts, puis par la suite c'était encore le vrai renouveau, déjà après l'avènement du théâtre en 67. Donc, aussi à Mostaganem, il y avait, je crois que les années 70 c'était un petit peu partout, les ciné-clubs, et ça permet de rassembler beaucoup de gens, d'échanger, de discuter, et donc de relancer carrément le renouveau culturel. Je veux dire en même temps remercier. Voilà, par exemple, on parle de renouveau culturel, les espaces à Mostaganem qui ne sont pas assez exploités. Il y a les espaces publics, la maison de la culture, le Mektaba al-Merkazi Hadik, où il y a des activités, mais il y a aussi Islam avec une équipe, mais il est résistant, c'est-à-dire avec tous les gens qui sont avec lui. Et chaque fois, la dernière fois qu'on a avec Zoubida Barrahou, l'avant-dernière fois qu'on a avec un autre écrivain, et chaque fois, ils lui ont proposé un espace. Donc à chaque fois, il prend un espace, mais il n'y a pas, c'est-à-dire, franchement, il n'y a pas, mais qu'est-ce que فضاء نعطوه فضاء للشباب وتبارك الله عنده جمعيه mais il est résistant à chaque fois, il ouvre un espace, il invite des gens, nos collègues, les gens qui écrivent, des écrivains, donc qui viennent, qui passent l'expérience, et puis c'est ça aussi c'est un combat que comme actuellement اليوم في هذا القهوه السيمانه الجايه on va à notre espace. Donc c'est ça aussi la difficulté, franchement la difficulté de fixer des espaces régulièrement, hein, et d'intervenir et d'échanger avec tous les genres, soit des plasticiens, des romanciers, des hommes de cinéma, des poètes. Donc il y en a beaucoup, Mostaganem, il y a un vivier de la poésie classique, des écrivains, des jeunes. Récemment, il y a une jeune fille de 22 ans qui vient d'écrire Avaïla, voilà, qui vient d'écrire son premier livre, son premier combat. Elle a écrit un livre. Donc, je remercie particulièrement Snoussi Islam et son équipe, hein, donc pour ce combat qu'il mène avec tous les gens qui sont présents à Naya pour lancer ce renouveau culturel. Voilà, on voudrait bien avoir c'est un قادر ثاني يعطينا الرأي تاعه فيها avant de clore, hein, c'est un قادر avec tout son parcours culturel, hein. Voilà. Là, je vais vous passer le. Tous les espaces sont bons, même si on fait une tradition par exemple, toutes les semaines, un petit rendez-vous tranquille, comme vous le faites maintenant, c'est extraordinaire. Ça devient un élément culturel important. Ça devient un rayonnement important qui prend naissance. Et ça peut créer un mouvement kbir à partir de là. Il suffit que la base soit très consciente et elle sait ce qu'elle fait. Hadi lehna constitue. Moi, je suis venu il y a quelques semaines. J'ai trouvé quelques livres. J'ai dit, allez, je mets le mot chouïa ou dire chouïa ktoub. Il y a des jeunes qui arrivent ici. Vous créez déjà une embellie, si vous voulez, pour la lecture, pour le développement de ça, pour les rencontres littéraires, etc. Oui, bon, je ne savais pas à peu près. J'arrive chaque semaine, et voilà, résultat, il y a une rencontre, j'ai dit je vais venir et puis je vais aider avec les moyens que je peux. Et puis voilà, c'est comme ça que naît une révolution culturelle. Hein. C'est pas sorcier, c'est pas. Il faut être solidaire, savoir orienter les choses, savoir dire merci à celui qui le mérite et d'autres qui dire mais continue comme ça, pourvu que la tension
du responsable de هذا المكان parce que غدوه يقول لك انا كي تجيو لهنا راكم تنقصوا لي دراهم ça peut arriver aussi mais on le dit franchement c'est bien quand on le dit franchement et puis moi je vous encourage surtout Islam je suis passé déjà كان البرد وكان في هذاك mais on l'a fait c'était un succès Abdelrahman كان معنا ولا لا c'était un véritable succès والله parmi les rencontres اللي درتهم avec plaisir à travers le territoire national eh ben هذيك c'était parmi les meilleurs عندي dans mon esprit والله franchement وهذه ان شاء الله تكون un espace il faut revenir régulièrement قال tous les lundis du mois tous les premiers de je sais pas quoi on s'entend هكذاك et puis tous les jours وتوقع هذا هنا il y a peut-être quelqu'un ici qui est en train de réfléchir sur ce que vous venez de dire il y a un instant et puis oui pourquoi pas moi et puis ça continue comme ça. الحقيقة نعاود نرجع combien 4 ans 5 ans quand on a sorti notre documentaire il y a quelques années M. Bendamesh nous a fait l'honneur à Alger au niveau de l'Arc pour présenter le film Les Enfumages du Dahra en avant-première. Mais il faut remercier aussi Mohamed Kourti, militant, résistant, Blahoua, le ciné-club le plus ancien, les Arfo في معسكر. احنا كي رحنا pendant 2 jours je crois. انا j'y croyais pas, ni mes yeux ni mes oreilles. ما كنتش عارف باللي في السيني-كلوب تاع معسكر كاين un public fidèle ويجوا ويعمروا القاعة ويقعدوا في الديبا. Je pense que Mohamed Kourti قال بلي oui c'était une rencontre qui les a marqués. احنا نعاودوا ربما نخلفوها نهار من النهارات. Pardon. Ils ont un ciné-club. D'ailleurs Mohamed Kourti ما تنسوش بلي عند قريب يكون معنا ان شاء الله. Parce que depuis 3 mois on prépare les premières journées du documentaire et du court-métrage à Mostaganem. Et on a invité notre ami Kourti Mohamed pour nous parler de leur expérience du ciné-club. C'est très important. باش الناس كل واحد واش يقول تلقى واحد ليتيديون لينيفرسيتي يقول لك اون فا فار ان سيني كلوب ما يعرفوش ما عندهمش تجربه ما عندهمش خبره حنا نقول لهم نعرضوا محمد الكرتي. Je profite de cette bienséance pour vous expliquer, pour vous donner une information. On devait le faire en novembre. Ensuite, comme toutes les activités culturelles ont été reportées, on reporte certainement pour le mois de janvier, je pense. On va le faire durant 4 jours. On va parler de ciné-club. Il va nous parler de ciné-club pour nous enrichir. Saïd Mahdaoui va présenter son film sur Pierre Chollet. Abdelnour Zahzah de Bousmaïl va présenter un film sur Pierre Clément qui était dans le maquis avec Vautier. Donc il y a aussi d'autres activités. Hein. Il y a aussi une intéressante communication qui s'intitule de l'idée à l'écran. Donc ماناش ناسيكم الحباب اللي راهم هنا واللي راهم بعاد وقراب نجيب لكم لي زانفيتاسيون ونعطيكم les affiches, etc. On est en train de travailler, c'est un petit comité de 4 personnes, notamment Tahar, Khoussa, Mohamed Ould Ma'amar et un jeune de Ain Tadis qui fout de cinéma. Malheureusement, cinéma, à la Makash, c'est Robrini. Il y a eu, comment dirais-je, Kaki qui est un grand homme de théâtre, il gueule dans une de ses interviews ما عنديش الزهر هو كان يقرا في ليكور جامبير جديد et en face de lui il y avait le cinéma Cinélux اللي ربى اجيال قال لك كي مشى في المدرسه قال له وراه قال له راه في السينما ومن يحبس عليه في السينما يقول له راه في الكشافه donc c'est vrai qu'on va pas refaire le monde mais Kaki a toujours dit je fais du théâtre alors que je voulais faire du cinéma. Je me suis comment dirais-je j'ai fait du théâtre parce que le cinéma exige des moyens, etc. Et à propos de films, les Mohamed Kourti, c'est vrai qu'il y a eu des films qui ont marqué l'histoire du cinéma de manière globale, mais qui ont marqué aussi Kaki. Si Kaki n'avait pas vu, c'est Ben Damesh, il confirme, Le Trésor de la Sierra Madre de John Huston. C'est un film culte
Vous pouvez le voir tout de suite, ce soir, demain, et il est sur YouTube. C'est ce film-là, c'est grâce à ce film que Kaki a écrit Avant Théâtre. Du film Avant Théâtre. ما قبل المسرح. اللي وراوه في ألجي en 86 الناس خلعوا لا بريس نوطامون قال لك c'est quoi ce théâtre? Et Kaki a répondu, c'est parce que j'ai une grande influence du cinéma dans le théâtre qu'il pratiquait, qu'il faisait. Donc, il y a des films cultes, à ce jour, n'ont pas pris une ride. Et qui ont marqué, ولد عبد الرحمن كاكي اليوم الله يرحمه كما يرحم كاع الفنانين اللي شفناهم جينا عين تدس سيرات بومدين علولة كما قال سي بن دعماش جو تيرمين سور سا حنا ماذا بينا هذا لوندروا grâce à vous, grâce à la présence des absents, il sera un lieu de culture. Et vivement, Inch'Allah, qui m'a dit, vivement le ciné-club. Parce que le cinéma, à l'époque, les années 60, 70, je te rappelle quand il y avait les films, les fameuses bobines, les films étaient choisis, tu as parlé de Kafka, on a montré le procès, le cinéma, Vox, c'est bien ça. Donc, ماذا بينا نستفادوا بعضنا بعض باش نعطوا للسينما en tant qu'art la place qu'il mérite. Et encore une fois, je voudrais que vous viviez l'expérience du ciné-club de Mascara. Une belle salle, Saada, à l'époque, le Colisée, outillé, etc. Elle ne demande qu'à d'être... Je ne connais pas la situation actuellement, mais le ciné-club de Mascara, Madame Bina, on s'inspire. Et on aura la chance et l'occasion d'entendre Khona, Korti Mohamed, nous parler de leur expérience. Parce qu'on a besoin d'écouter ceux qui ont une expérience à partager. Salam alaikum. Uniquement les années 65, 66, 67, tout ça, il était florissant aussi dans les lycées. Et vous vous rappelez, le lycée Zerroqi, qu'est-ce qu'il y avait comme vivier culturel là-bas? Le film, et puis en deuxième partie, ce que je veux dire, les grands conférenciers de l'histoire culturelle de notre pays. Moi, je me souviens, 66, lycée Zerroqi, Mouloud Mamri. Mouloud Mamri est venu donner une conférence, et le lendemain, il devait être à Mascara, le surlendemain, il devait être à Oran, le surlendemain, il devait être à Sidi Bel Abbas. Personnellement, à l'époque, je l'ai suivi. وهنا نروح بالعباس هذاك لي بيون تاع تما ولي سونسور باسكو سيتي لي فاكونس ونروح ونحضر الهادي والاخرى et il n'a jamais dit la même chose pendant 4 ou 5 jours. C'est des personnalités sources qui nous ont montré le chemin déjà à 60, 66, 67, 68. Et puis pourquoi Moussa Ghanem, puis il était tellement heureux à l'époque d'humer l'atmosphère de Msral, mais celle de Mascara également, celle de Sidi Bel Abbas un peu moins, celle d'Oran aussi. C'était quelque chose d'extraordinaire. Je l'ai rencontré plusieurs fois par la suite, et ça te fait créer une personnalité culturelle. Voilà. Il suffit d'une petite rencontre. Les moments moi, je fais partie aujourd'hui du mouvement Bdjaya. Bdjaya font de rien du tout, font des choses exceptionnelles. Rien. Ils te dans un centre culturel, dans un coin, et ça fait une rencontre exceptionnelle comme ça. Et puis, même bête, ça continue. Ça continue tout ça. Et puis, ça s'accompagne d'initiatives, ça s'accompagne tout ça. Et puis, c'est ça qui fait qu'un jour, tu sais, une grande rencontre, et puis Mstralem était connu pour ça, pour le court-métrage, pour les petits films. Voilà. Avant de conclure, je remercie vivement le propriétaire des lieux, M. Latroche, son jeune frère, Latroche Abdelhafid, pour nous avoir ouvert ce lieu, pour nous avoir abrité. Inch'Allah, comme a dit M. Mdamech, un centre culturel, un pôle culturel monstaganémois. Là-bas, l'espace n'est pas spacieux, mais la qualité est conne. Ou Inch'Allah, il y a une continuité par rapport aux activités littéraires, cinématographiques et de tous les arts confondus. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup pour votre présence. Inch'Allah, on aura d'autres occasions. Merci, monsieur Karté, d'avoir été parmi nous. Donc, on aura, Inch'Allah, prochainement, que nous brancher. Salam.